Vous demandez certains, ceux qui l'ont lu, ou même ceux qui l'ont lu, pourquoi nous avons édité un document formation au deuxième degré, le laboratoire. On s'est aperçu dans divers stages que le laboratoire, ce n'était pas forcément très facile à mettre en œuvre et que parfois, quand bien même il était mis en œuvre, il y avait un manque de compréhension de pourquoi on fait le laboratoire. Alors, pour vous rappeler, nous avons dans le cursus plongeur bio niveau 2, il doit y avoir du laboratoire. Ça veut dire que le formateur bio doit lui enseigner et que lorsque l'on forme un formateur bio premier degré, il faut lui donner les éléments pour qu'il puisse l'enseigner. Ça ne doit pas, c'est de la pédagogie, apprendre à utiliser le laboratoire, apprendre à enseigner le laboratoire qui nécessite une réflexion au deuxième degré. Raison pour laquelle, quand on interroge dans les stages les formateurs du pourquoi, comment ils font le laboratoire, on retombe très souvent au premier degré avec un manque d'explication. Et ce document vise à apporter des éléments sur quel est l'objectif pédagogique, pourquoi est-ce qu'on fait du laboratoire lors d'un stage de plongée, pourquoi cette idée saugrenue, qu'est-ce qu'on peut mettre en évidence à cette occasion-là en termes pédagogiques. Après, un peu de réflexion, quand et où placer cette activité, parce que c'est pas toujours évident de mettre ça dans les stages. Donc, c'est souvent revenu que c'est plus ou moins facile, suivant le type de stage, suivant l'endroit où on est, et qu'il faut donc donner quelques pistes sur le sujet, comment s'y prendre, et puis des essentiels. Donc, dans ce document, on explique bien que ce document, il est destiné aux formateurs en biologie et que c'est quelque chose qui est délicat en ce qui concerne l'image et le respect de l'environnement. On dit bien, on explique que ça complète la théorie tout autant que la plongée. Et au cours du document, on explique pourquoi tout autant que la plongée. Alors évidemment, je ne vais pas détailler tout ça, expliquer tout cela, on pourra revenir sur quelques questions. Mais il y a beaucoup de documents qui sont comment on organise et on monte un laboratoire. Ça, bien sûr, il faut l'expliquer à un formateur bio premier degré. Mais ce n'est pas tout. Ça ne se limite pas à monter un labo et faire des observations, même si c'est très agréable. Il y a une finalité pédagogique qui doit faire un lien entre la théorie et la pratique. Et c'est ça qu'on essaie d'expliquer dans le document. Donc en fait, le formateur, il va enseigner au premier degré, mais dans la réflexion, il va réfléchir au deuxième degré, c'est-à-dire quel est l'objectif pédagogique, pourquoi je le fais, qu'est-ce que je veux amener à mes stagiaires. S'il ne le fait pas, il rate quelque chose et il rate une très bonne occasion de beaucoup de choses, de recadrer beaucoup de choses, d'aligner beaucoup de choses, de compléter ce qui n'a pas pu être fait en observation sous l'eau ou qui a été fait en diapositive, mais c'est encore autre chose que de voir de ses yeux des organismes et de les voir sur des photos. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça nécessite pas mal de recul. Ce n'est pas si facile, on en est conscient. C'est probablement ce qu'il y a de plus difficile. Il faut enseigner une démarche. Donc on donne des exemples, il y a des photos, des réflexions. Bien entendu, le premier truc qui vient à l'esprit, c'est qu'on va montrer ce qui est invisible à l'œil. C'est déjà beaucoup. C'est vrai, ce qui est petit, ce qui est très petit, et ce qu'on va pas pouvoir bien prendre le temps de voir sous l'eau. Mais pourquoi le fait-on? Il faut tout de suite se poser la question, et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on choisit de montrer? Et là, j'amène une chose qui est plus, c'est pas seulement de l'opportunisme, c'est aussi de la réflexion ciblée. C'est pour ça que dans certains stages,
des fois, les tâches sont réparties dans ce qu'on veut échantillonner. Et on demande, quand on a un petit groupe pédagogique, aux formateurs, tous ensemble, réfléchissent à qu'est-ce qu'on veut amener, qu'est-ce que chacun va amener pour ne pas amener la même chose, comment on va le faire. Et on est attaché, comme je disais tout à l'heure, à ce côté éthique dans la façon dont ça doit être réalisé. Donc, les recommandations sont bien évidemment uniquement les formateurs sont chargés de cela et pas tous les formateurs et pas tous la même chose. Ça, c'est important. On veut, au travers de tout ça, quelques éléments, élargir la compréhension des stagiaires en ce qui concerne les habitats, notamment. On veut s'assurer que le lien entre les éléments théoriques et pratiques soit bien fait. Quand on essaie de comprendre ce que l'on a vu et de trouver ce que l'on a vu, eh bien, on revient sur des éléments théoriques. Et là, on a le temps de le faire en laboratoire, avec un petit bémol, le temps étant certes parfois limité. Donc, on donne des éléments avec quelques idées, quelques pistes de choses à faire, mais surtout, il y a toujours cet élément hyper important, c'est lors du stage, lors de la partie labo, c'est ne pas de se contenter de faire du naturalisme d'identification ou juste regarder des belles choses, mais aussi les relier aux éléments théoriques. Tiens, le caractère distinctif, tu as vu ça et tu as vu ce que ça représente. Et c'est très marquant et pédagogiquement, ça a beaucoup d'impact. Donc, vous trouverez dans le document des bonnes pratiques du labo, comment on l'organise, etc. Ça fait partie de l'enseignement pédagogique, bien sûr. Et puis, comme je disais, quand est-ce qu'on va placer cette activité? C'est pas toujours facile. On n'a pas toujours beaucoup de matériel. Par contre, on n'a pas forcément besoin de beaucoup de matériel pour faire du laboratoire efficace. C'est beaucoup plus efficace, bien organisé, en sachant ce qu'on veut démontrer pédagogiquement avec des bons choix, d'avoir juste un tout petit truc, un tout petit bac, un tout petit stéréo-microscope qui coûte 40 €, que d'avoir un microscope à balayage, des trinoculaires avec tout un tas de possibilités de grossissement, si elles sont mal utilisées pédagogiquement. Donc, on n'a pas forcément besoin de beaucoup de matériel. Il peut y avoir on peut discuter de ça s'il y en a qui le veulent, certaines recommandations. Et donc, on reprécise bien les choses. C'est là le gros du travail. C'est le FB1 qui vers le PB2. Il n'apprend pas au PB2 à faire du laboratoire. Il lui donne des éléments pour observer, il lui explique et il fait le lien pédagogique. Donc, il faut bien avoir en tête, comme pour tout, quel est l'objectif pédagogique? Qu'est-ce qu'on veut que le PB2 apprenne? Qu'est-ce qu'on veut lui montrer? Qu'est-ce qu'on veut qui va permettre d'asseoir ses connaissances? Donc, il est très pratique, il est très bien et on recommande notamment d'avoir un petit tableau blanc, un paperboard, quelque chose où on va pouvoir écrire pour mettre des mots-clés, pour faire un tout petit schéma explicatif, pour des éléments de synthèse. Donc, le laboratoire, ça ne se conçoit pas uniquement avec une binoculaire, un petit bac avec de l'eau et une pincette. Non, ça se conçoit aussi avec quelque chose pour écrire, quelque chose qu'on puisse partager le plus possible et pour fixer des idées. On peut, si on le souhaite, faire comprendre une biocénose. On peut faire comprendre beaucoup de choses à partir d'un petit échantillon de volume restreint qui a été prélevé. Si on le fait en pure improvisation, c'est un peu comme tout, même si on a une très forte capacité d'adaptation, on va s'en sortir, mais sinon, le labo risque d'être en fait un échec. Un échec au sens où, oui, tout le monde sera content d'avoir vu des choses, et on dira c'était super, on a vu, et puis on retient une ou deux choses,
mais l'objectif pédagogique lui-même, il ne sera pas atteint. Et c'est en ce sens-là que je parle d'échec, c'est qu'on n'aura pas fait le lien, on n'aura pas complété les enseignements. Donc, il faut être attentif à ça. Donc, tout ça, on le résume, on donne des pistes de réflexion. Et puis, on parlera aussi dans le document très rapidement du rôle du FB3 qui forme un FB2. Et donc, quel doit être son rôle et qu'est-ce qu'il doit faire. Pourquoi j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que les cadres bio, il faut les armer. Il faut leur donner les éléments, il faut les amener à la réflexion pédagogique. Donc, quand on est FB3 ou FB2 et qu'on forme des FB1, eh bien, il faut penser à ça. Sinon, le FB1, notamment, va se retrouver pas assez armé devant les stagiaires. Et on insiste là-dessus, puisque vous savez maintenant depuis pas un grand nombre d'années, mais un nombre suffisant maintenant, les nouveaux FB1 forment des PB2. Ça, c'était l'esprit pour élargir le panel de possibilités d'accès au PB2. Le fait que ce soit uniquement des FB2 qui les formaient, c'était un peu bloquant. Donc, on a recentré le travail pédagogique, le FB2 vers son travail pédagogique. Et là, il en a un rôle important vis-à-vis du FB1. Mais le FB1 a beaucoup de boulot avec des formations bio niveau 2. Ça a été demandé, tout le monde le voulait. Mais maintenant, il faut aussi qu'on y mette les moyens et qu'on donne les clés au FB1 pour qu'il puisse assumer sa mission. Alors, il y a les freins. On a aussi traité à la fin du document, vous verrez ceux qui ne l'ont pas encore lu, qu'il y a un ensemble de freins, bien évidemment, qui sont évoqués. Et puis, on s'est permis une chose, on s'est dit, bon, une fois que les gens ont relu tout ça, ils peuvent picorer, lire un chapitre, un autre, un peu comme tous les cours bio, à la fin, il y a des essentiels à retenir. Pour ça, les essentiels sont beaucoup liés autour de la compréhension et de pourquoi on fait les choses. Il faut toujours les expliquer, et encore plus quand on fait du laboratoire. Expliquer aux stagiaires ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Expliquer aux formateurs à qui ça échappe pourquoi on le fait. En tout cas, ne pas faire les choses sans les expliquer. C'est le pire qui puisse nous arriver, de laisser libre cours à l'interprétation qui peut être parfois négative. Ça serait dommage. Et puis, on a mis des annexes de documents pour que aussi le formateur puisse aller retrouver des documents qui vont lui donner des pistes, des compléments. Il y a des documents qui sont très bien faits sur comment utiliser une loupe, comment on fait un alguier, comment on observe des algues, quelles sont les consignes de laboratoire, comment on fait un exposé de laboratoire, sur le laboratoire. Donc, vous trouverez tout ça. Le document, on l'a vu non exhaustif, mais vraiment ciblé pour les pédagogues, ce qui fait que c'est un document qui fait une vingtaine de pages, mais qui fait référence à d'autres. On n'a pas refait du premier degré dedans. Donc l'effort était vraiment de diriger ça pour donner des éléments, tant on avait remarqué, même sur des stages FB3, pédagogique préparatoire, que nos cadres étaient vraiment pas toujours armés. Une des raisons, c'est que pour des raisons pratiques d'organisation et de rapidité, parfois, il y a dans un département, voire une région, une personne qui est chargée du labo et qui fait tout pour les autres. Et ce qui, au final, est pratique, mais il y a un petit biais. Le petit biais, c'est que les autres sont de moins en moins à l'aise avec le labo, se reposent de plus en plus dessus, et du coup ne peuvent pas jouer leur rôle pédagogique vis-à-vis de leurs stagiaires. Donc, vous voulez un peu démystifier ça et attirer l'attention sur le fait que c'est pas forcé que ce soit la meilleure idée. Qu'il y ait un coordinateur qui s'occupe du labo, oui, qu'il soit 100% dédié et que les autres ne se soucient pas vraiment de ça, c'est pas forcément la meilleure idée.
parce que tout va reposer sur une seule personne. Et si cette personne, elle est dans le je mets en œuvre le laboratoire, je m'assure que tout fonctionne, peut-être n'aura-t-elle pas assez de temps pour faire le lien pédagogique, théorique, pratique, ou plongée et observation en laboratoire. Vous voyez, je n'avais pas tant besoin de temps pour parler dessus. Et je préfère vous donner... Ah oui, attends, comment ça se fait que j'ai encore le diaporama affiché, moi? Je préfère vous donner la parole pour vos questions, vos commentaires, ceux qui ont vu le document, ceux qui ne l'ont pas vu, peut-être ceux qui ont vu le document qui auraient des questions, ceux qui ne l'ont pas vu qui découvrent. Mais il est pour vous tous, ce document, pour nous tous. C'est notre référentiel pédagogique. Alors, qu'est-ce que je vois? Il y a Bubu qui a partagé son... Ah non, c'est... Excusez. J'ai pas tout compris. Ah oui, c'est revenu. Avez-vous des commentaires, des questions? Ça vous sert pas? Non, mais effectivement, moi, je te rejoins, Jacques, sur le fait que lorsqu'il y a un référent, c'est bien pratique, mais ça limite ensuite le champ d'investigation des autres. Et je vois pour Bernie, chez nous, dans le 91, qui est notre spécialiste labo, c'est agréable de lui adjoindre toujours de jeunes FB1 qui ont besoin d'approfondir le thème sous sa coupe et puis de prendre leur envol ensuite. Ça, c'est important que chacun partage le labo, justement, parce que c'est trop sclérosant après, lorsqu'il n'y a qu'une seule personne qui s'en occupe réellement. Et Bernie, notre Bernadette, a le chic pour justement partager toutes ses expériences et promouvoir le labo auprès du plus grand nombre. Oui, tout à fait. Je suis bien. Merci Laurence. Bah, de rien. Et le document justement en question est très bien fait et apporte plein de réponses aux questions que les uns et les autres peuvent se poser en termes d'utilisation du labo et comment le mettre en œuvre. Non, mais les fiches, j'avais demandé s'il y avait des réflexions, s'il y avait des demandes, parce que des fois, les formulations sont peuvent être plus ou moins bien comprises, mais je n'ai pas eu de retour, donc je laisse comme ça. Hein. Ouais. Alors, quand tu as mis le doigt dessus, Laurence, il y a un élément qui est fondamental et qui varie d'un endroit à l'autre, c'est que quand on a la chance d'avoir une équipe pédagogique, c'est-à-dire un ensemble de formateurs qui se retrouvent, qui travaillent souvent ensemble, qui font des stages pédagogiques ensemble, qui montrent des choses, c'est une force, c'est un avantage. Mais il y a des personnes qui sont isolées, et pour une personne isolée, évidemment, la problématique est différente, parce qu'elle se retrouve toute seule et elle gère tout, et ça arrive. Donc la tendance, ça serait évidemment de dire, ben, si vous pouvez, mettez-vous à plusieurs, faites des choses à plusieurs, créez votre petite équipe pédagogique, même dans les endroits où il n'y en a pas beaucoup, si vous êtes 2 ou 3, regroupez-vous, vous aurez tout à y gagner à ce niveau-là. Et vous harmoniserez dans vos pratiques, ça a beaucoup d'avantages. Je sais bien que ce n'est pas toujours facile, il y a des endroits où il y a plus de cadres que d'autres, mais faites-le, c'est peut-être aussi un chemin pour attirer d'autres cadres, enfin d'autres plongeurs bio à avoir envie de devenir formateurs. Vous savez bien comme on en manque tous dans toutes les régions, hein. C'est un mal, et c'est pas que en bio, mais c'est un mal forcément d'actualité. Euh, tous les moyens pour attirer, pour donner confiance, c'est sûr que quand quelqu'un est tout seul, un peu isolé, c'est moins facile que quand il y en a plusieurs, on s'entraide. Le poids je dirais oui, le poids de l'enseignement, de la responsabilité de formateur, elle se répartit, il se répartit, pardon, un petit peu mieux. Et pour du plus long terme, c'est mieux que de s'essouffler parce qu'on est tout seul et qu'au bout de 2 ans, 3 ans, on dit mais moi j'en peux plus, ça repose sur peu de monde
et j'ai plus trop envie de le faire parce que ça fait trop. Donc ça aussi, ça fait partie des choses. Donc, et le laboratoire, ben, c'est un petit peu la même chose. Et pas se retrouver au bout d'un moment aussi avec ben, ça reposait sur une seule personne, la personne est partie, et puis finalement, comme personne d'autre ne s'en souciait, ben aujourd'hui, on est devant le truc et on se dit qu'est-ce qu'on fait? Oh, ben, j'en fais pas ou je le minimise. C'est dommage parce que c'est vraiment des occasions pédagogiques incroyables avec le laboratoire. Donc, il y a des choses qu'on ne pourrait pas expliquer aussi facilement, ou montrer aussi facilement, ou qui ne seraient pas aussi marquantes aussi. Ah oui, regardez ce qu'il y a dans une touffe d'algues, tout simplement, voir toute la vie, c'est important, quoi. Et je pense aussi qu'on a de la chance actuellement, c'est que, comme tu as dit, on a des binos qui sont digitales, numériques, et on peut partager. Il peut y avoir des discussions autour d'une observation que l'on fait. Et donc, tout ça, c'est enrichissant, mais et pour tout le groupe, quoi. Mais c'est sûr qu'il y a une question aussi de logistique parce que développer un labo sur un stage, ça demande donc du transport, ça demande donc de la manipulation et ça peut être rebutant sur certains stages quand on n'a pas la place pour justement développer ce labo et on n'a pas les mains, les bras pour porter parce qu'il y a quand même du matériel à porter. Donc c'est Alors, pas toujours évident de le mettre en place. c'est là où je mets un petit bémol, Laurence. C'est que pour le matériel apporté, aujourd'hui, comme cité Bernie, avec des stéréomicroscopes qui font 35 grammes, qui tiennent dans une boîte qui est grande comme ça, et deux coupelles et deux pincettes et une petite pipette en plastique, on Tu a peux pour faire ton l'amour. bonheur, oui. Par contre, il nous faut un endroit pour se poser, il faut un peu deux, trois Oui, fois. mais là, nous, on a fait plus, tu vois. On a vraiment, chez Castorama, on On lui a s'est acheté une valise valise hôtelier. à roulettes. Ouais. Mais bon, voyez, on n'a pas non plus besoin de s'embarquer avec des choses très très lourdes. Ce que je disais tout à l'heure, il vaut mieux avoir un tout petit truc, un tout petit stéréomicroscope à 45 euros avec une petite bassine, une pincette, une pipette et puis ben, les petits flacons qui vont bien quand on va faire le stage, mais avoir une démarche pédagogique chiadée, comme tu dis, comme disait Verny, une touffe d'algues qui a été prélevée, qui a été bien mise dans le flacon, peut être l'occasion de montrer différents taxons avec les caractéristiques des taxons, par exemple, qui vont être retrouvés, qui vont faire travailler les gens pour savoir de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'ils ont sous les yeux. Ça peut être l'occasion même d'expliquer une notion de réseau trophique à travers ce qu'on observe dans la touffe. Donc il y a vraiment sur la même chose, sur un tout petit échantillonnage de flacons, on peut faire beaucoup de choses. Tout à fait. Y compris expliquer une photosynthèse. Enfin, il y a vraiment énormément de matière et ça fait réfléchir tout le monde. Mais il faut y avoir pensé, il faut avoir réfléchi à ça avant. Et c'est bien parlant. Et les gens sont quand on fait cette démarche, les gens sont surpris. Y a-t-il d'autres je ne sais pas, est-ce Oui. qu'il y en a qui découvrent complètement l'existence de ce document? Alors, très sincèrement, moi, oui, Patrice. Et en fait, j'ai tendance à bloquer un peu sur des problématiques de matériel. On a du vieux matériel dans la commission, mais on n'a pas tous ces outils numériques et autres. Et je vous entends parler, entre autres en région parisienne, a priori, vous avez des choses. Ça serait pas mal, peut-être, comme l'a fait Bruno en Bretagne, d'échanger un peu, telle marque c'est pourri, telle marque c'est bien, j'ai trouvé ça pas cher qui est vraiment bien vous voyez ce que je veux dire, quoi. Parce qu'en fait, on ne sait pas vers quoi s'orienter, quoi. Si tu regardes des microscopes où tu peux renvoyer sur un écran pour partager, ce qui est quand même le plus intéressant, c'est des investissements parfois conséquents, donc on hésite à s'y lancer de peur d'acheter.
Alors, dans le document, je ne sais pas si tu le vois à l'écran, qui est donc sur notre page, tu peux le télécharger, il est en PDF sur la page de la Commission nationale environnement bio, dans les documents officiels. Je suis sur la page des documents officiels de FFE-SSM. Il y a justement, vers la fin, une recommandation en disant, bah voilà, vous pouvez, alors c'est pas la marque, mais vous pouvez, je crois pas, mais, et sinon, il y a il me semble qu'on en a mis des recommandations. Mais sur les fiches qui sont sur le site, tu as le matériel, là, tu as le nom et les références du matériel. Ouais, voilà. Il y a des noms et des références. Et Oui, vous voyez, c'est à la dernière page. Notamment, là, les petites… Ce dont je parlais, c'est ce petit… Et puis, derrière, tu as le microscope Bresser. À l'ordi et qui permet de partager avec tout le monde et prendre des photos et faire des vidéos. Autant dire que c'est, pour moi, c'est l'essentiel et il couvre beaucoup d'aspects avec une qualité. On n'a pas forcément d'avoir besoin de ça. Oui. Donc, Et ça vaut chipette. Hein. Comment? Ça vaut chipette, c'est pas cher. Non, 45 €, on a un truc qui est super. Hein. Donc, c'est pas non plus… Alors, où est-ce que c'est derrière? Alors, Jacques, un petit bémol, ça vaut chipette si tu ne montes pas dans les forts grossissements. Si Oui, tu mais veux… Non, mais… pour une bino, c'est parfait, quoi. Non, mais si tu montes dans les forts grossissements, tu peux monter ou des trucs, entre guillemets, professionnels pour des usages particuliers, tu montes à 500, 600, voire plus, quoi. Oui, mais là, même avec les petites binos digitales, j'ai réussi à avoir les sclérites des alcyons. Donc, tu vois, c'était petit, mais tu les voyais. Oui, alors on les voit et je vais aller plus loin. Alors ça, c'est en microscopie, mais je crois même que dans les images qu'on a mis à certains endroits, vous voyez ça, oui. Ça c'est fait avec ce type d'outil. Donc là, c'est un morceau de gorgone, on voit l'anthopodia et on voit par transparence pratiquement ici, on voit les sclérites organisées au sein du tissu. Donc on a quand même, parce que là les sclérites sont grosses, c'est une paramuricea, donc les sclérites sont de taille élevée, mais on arrive à voir les sclérites, il doit y en avoir d'autres, et des choses, tout n'est pas fait avec du super matos. On arrive déjà à faire beaucoup de choses. Ça, évidemment, une caprelle comme ça c'est fait aussi avec le même type d'instrument. Vous voyez, on atteint quand même des grossissements qui permettent de faire un travail pédagogique, parce que là, déjà sur la caprelle, d'abord, il y a des vidéos aussi, mais on peut regarder les éléments anatomiques qui vont nous permettre de dire qu'est-ce qu'une caprelle, qui vont nous permettre de travailler à cette description. Et c'est fait avec ce type de matériel. Donc, on vous a pas, les images qui sont ici ne sont pas des images avec du matériel, toutes en tout cas avec du matériel très sophistiqué. Comment s'appelle ce petit microscope là qui est sur la photo de la page 15? Pardon, je suis dans le mauvais sens. Il y a plein de fabricants. Tu as dit que c'était quoi? Alors, c'est… Moi, voilà. Ça, c'est Oui. là. Oui. Une digital caméra. Je crois que c'est digital caméra. Oui, c'est ça, ça doit être digital caméra. Non, il n'y a pas que ça, tu as une marque qui s'appelle Dino Height aussi. Dino et espace et ITE, tu en as plusieurs marques. Oui, il y a plusieurs marques. Il y en a plein. Voilà celui que j'ai dans mon placard à côté de moi, dans mon bureau. Ouais. Donc, effectivement, c'est caméra digitale. Alors là, c'est en allemand. Hein. Oui, c'est ça, un microscope. Caméra microscope, mais digital micro. Vous cherchez ça, vous allez en trouver plein. Il y en a, alors, il y a différents prix, évidemment. Et dernièrement, il y avait une promo avec trois digitales, comme ça, pour 40 €, je crois. Ouais, c'est vraiment… Oui, maintenant, ça devient de moins en moins cher. Hein. Ouais. Non. J'ai laissé un petit de plus en plus message. cher, d'ailleurs, avec le contexte.
Moi, j'ai Jacques, pas mal fréquenté des écoles donc de primaire et ils sont tous équipés dans ma région de styromicroscopes comme ça, mais qui ont un pied super solide, super lourd. C'est fait pour aller dans des classes, hein. Ouais. C'est la marque HUE. Et vraiment, j'étais emballée par la qualité et le côté pratique. Sauf que quand j'ai voulu en acheter une, le port, parce que ça vient des États-Unis, le port coûte pratiquement aussi cher que la caméra. Donc, je me suis dit que voilà, mais il existe vraiment des matériels utilisés très couramment, solides, stables. J'insiste bien, qui ont le pied intégré. Et pour un prix, il faut tirer quand même à ce moment-là 100 à 120 € avec le port, hein. Oui. Et après, vérifiez bien la définition, c'est-à-dire la qualité des images qui peut vous sortir, quoi, parce que ça peut très très bien représenter. Faites attention, toutes n'ont pas la même définition. Et en fonction Alors, de la définition, c'est la définition qui va faire le prix, hein. celui dont je vous ai cité 2 images qui sont dedans, c'est un sensor de 5 mégapixels. Donc, c'est 1280 sur 960 pixels. Et il y a 8 LED, un port USB, bon, on s'en fiche. Mais c'est surtout ça, c'est 5 mégapixels et c'est du 1280 sur 960. Et pour les photos, pour la vidéo, pardon, pour la vidéo. Pour les photos, c'est 2592 sur 1944. Et on peut choisir, évidemment, on peut régler. Mais perso, j'étais quand même très bluffé. Et celui que je vous ai montré, alors il n'était pas à 45 €, il devait être à 70 €, 75 €, quelque chose comme ça. Et il est fourni avec comme Attention, avec ça un dépend ce pied, que avec, l'on veut faire. Ça dépend ce que l'on veut faire. Pour montrer pendant l'atelier labo, on n'a pas besoin non plus pour faire, on ne veut pas faire d'image. bon, Donc, ouais, il est fourni avec une platine comme ça, qui doit oui, peser 500 grammes, sur lequel on vient visser le statif que vous voyez là. Donc là, c'est pas celui-là. Celui que vous voyez là, il a juste un rond. Là, c'est une platine avec justement je ne sais pas si vous voyez, mais ouais. il y a des graduations en millimètres. Ça peut être utile. Et puis moi, dans le truc, je mets une petite pipette en plastique comme ça dans mon truc pour le transporter, pardon, une pincette et puis roule. J'ai pas besoin de grand chose de plus, hein. Non, moi, je prends une boîte alimentaire de 20 des poussières de centimètres de longueur sur une largeur de 15 centimètres environ. Puis ça tient hauteur de l'ordre de 5 centimètres, je crois. Puis voilà, ça tient là-dedans, hein. Et ah oui, les grossissements sont de 20 à 200 et 300. Par contre, je vois pas le poids, mais ça pèse moins d'1 kilo. Mais je vois plus le poids. Je me souviens que ça pèse moins d'1 kilo, mais je sais pas où il est marqué. J'ai pas trouvé ce qui est marqué. Jacques, j'ai une question sur l'échantillonnage. Oui. Pascal, est-ce que dans vos pratiques en région, en département, est-ce que les animaux sont systématiquement remis à l'eau? Et deuxième question, est-ce que vous pratiquez des méthodes invasives, genre ouvrir une moule ou extraire une radula d'une patelle pour ensuite l'observer sous microscope? Quelle est la position aussi de la CNEPS vis-à-vis de ça? On a une tendance, on n'interdit rien, on a une tendance à ne pas faire trop de dissection. Donc, on est pas mal, beaucoup d'entre nous ne font plus de dissection de radula parce que même si ça permet de se rendre compte de ce que c'est, on a quand même des vidéos qui sont très très bien faites pour montrer. Et donc, on l'évite parce que c'est ce côté, tu fais bien de mettre le doigt dessus, ce côté qui devient un peu plus délicat à expliquer. Donc, on est beaucoup à essayer de l'éviter. On n'a pas voulu donner de recommandation en disant ne le faites absolument pas, mais on fait remarquer, on recommande le fait que ce n'est pas forcément indispensable de faire des dissections et d'ouvrir, et que ce qu'on veut, c'est ce qu'on va regarder à l'œil,
Après, ce que l'on dit souvent, c'est que si vous voulez vraiment faire des dissections parce que vous voulez faire une démonstration anatomique, etc., dans ce cas-là, de dissocier de l'échantillonnage que l'on fait dans le milieu et plutôt aller chercher un truc qu'on achète chez le poissonnier de façon à bien avoir un distinguo entre ce qu'on fait avec un échantillon Ouais. qu'on va regarder, qu'on va remettre à l'eau, et c'est chez le poissonnier là, c'est bien différent. Je dis ça parce que les plus jeunes générations ont du mal avec ça. Ouais. Je pense que c'est peut-être une pratique voilà, qui se faisait il y a un certain temps, mais maintenant, avec les jeunes générations, je pense que c'est de plus en plus mal accepté. Bah, tu vois, je crois que je suis plus très bien dans les jeunes générations. Et à la fac, on m'a enseigné, on m'a fait disséquer dans tous les sens. Et je n'aime pas ça. C'est pas que j'aime pas disséquer. C'est même pas ça le problème. C'est que ça me gêne. Ça me gêne éthiquement de dire, comme tu dis, hein. Et je pense qu'eux, eux, ils sont comme ça. Mais moi, je ne cache pas que j'ai ce même problème. Pareil. Je peux comprendre des enseignants, notamment, il y a des profs de sciences nat qui sont très habitués et très attachés à ça. Mais en général, ce qu'ils font quand même, hein, ils le font à partir d'échantillons, enfin d'un poisson ou d'un mollusque ou d'une moule, diverses choses qu'ils ont achetées chez le poissonnier, tout bêtement, hein. Bon, j'espère que ça répond à ta question. Oui, On le merci. commente, hein, on a mis un petit commentaire, je ne sais plus où il est là-dedans, mais il y a un commentaire. Et il y a surtout ce commentaire ça je suis sûr, que l'on a mis, où on a dit qu'il faut en tout cas, comme je disais au début, toujours expliquer. Ouh là là, je regarde l'heure, on est en train de déborder largement.